Donc globalement, alors, hop, voilà. L'idée, c'est qu'on a analysé avec mon équipe 20 000 contenus. Donc ça, je vous en dirai un peu plus derrière. Et dans cette étude, du coup, qui est très data, je vais vous partager pas mal de stats, vous allez voir, pas mal de graphiques. Et donc, on va voir ensemble la méthodologie de l'analyse. On va challenger certains mythes avec justement de la data. On va parler d'inertie Google, de création et d'optimisation d'articles, de contenus édito. On va également parler de contenu pour l'e-commerce. Puis après, je vous partagerai une petite checklist de performance. Alors, méthodologie de l'analyse. Donc, on a analysé vraiment énormément de data. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est d'où vient cette data. Cette data, en fait, elle vient notamment de notre outil SMJ. Ce qui est important d'avoir en tête, en fait, c'est que les clients qui utilisent SMJ, ils branchent leur Search Console, leur Google Analytics, il y a du suivi de position et ils publient des contenus. Donc, on a les dates de publication de contenus, de mise à jour des contenus existants. Et donc, en fait, on a une data, je dirais, de folie, en fait, pour justement comprendre comment Google réagit par rapport au contenu. Donc, ça, c'est justement l'idée, c'est de vous partager tout ça. Globalement, du coup, alors juste pour vous donner un peu le contexte, après on va rentrer dans le dur, on a analysé 50 000 SERP en France, 20 000 contenus clients. Donc, comme je vous disais, on a les données Search Console, Google Analytics, on a les positions, etc. etc. Dans cette étude, les contenus clients, en fait, on extrait vraiment le contenu de manière très précise pour avoir des stats extrêmement précises. Et puis, on classifie aussi les URL, si c'est des articles, si c'est des pages e-commerce, etc., etc. Et vu qu'on analyse 50 000 SERP, eh bien, on analyse également les URL concurrentes, donc 500 000. Et juste pour terminer sur la méthodo, je vais souvent parler de trafic. Par trafic, qui est un raccourci pour moi, j'entends clic organique via Search Console. Donc ça, l'avantage, c'est que c'est plutôt précis comme data. Je vais plutôt parler de, globalement, toutes les stats, c'est des médianes. Il y aura pas mal de corrélations. Donc après, corrélation, causalité, c'est toujours le débat, bien entendu. Et globalement, il y a un autre point à prendre en compte. Le dataset, bien entendu, c'est un échantillon, 50 000 SERP. Donc, ce n'est pas représentatif de la planète entière, mais ça peut donner des tendances. Il faut savoir que là, on est sur des noms de domaine de nos clients qui sont plutôt des grandes marques, donc c'est à forte autorité, il faut l'avoir en tête par rapport aux data. Et c'est des données récentes de 2021-2022. Allez, une fois qu'on a dit ça, on peut y aller et on peut commencer. Donc déjà, je voulais justement commencer avec certains mythes. Là, en rentrant de vacances, mois de septembre, j'ouvre mon LinkedIn et l'un des premiers posts que je vois, c'est ce post-là, qui est un post au second degré, en mode « les mots-clés dans la balise title, ça sert strictement à rien ». Alors c'est du second degré, c'est pas Benoît qui dit ça. Et là, je me dis « waouh, j'ai dû encore louper un truc cet été, là, pendant les vacances, il y a eu un gros changement, le SEO est mort, je sais pas ». Et donc, du coup, je clique sur le lien. Et le lien, en fait, justement, renvoie vers une vidéo TikTok, où là, en effet, on voit les balises title ne servent à rien pour le ranking. Je dis, waouh, mince, alors, en plus, il est jeune, je me dis, il est plus au courant que moi maintenant. Moi, je commence à vieillir. Et le pire, c'est que, mine de rien, cette vidéo, elle est vue quasiment 50 000 fois. Donc, si demain, vous recrutez des stagiaires, des alternants SEO et qui vous disent qu'ils font la veille sur TikTok, voilà, il faut peut-être poser quelques questions supplémentaires. Donc, pourquoi pas, on va aller regarder. Donc, on analyse les 50 000 SERP. Sur ces 50 000 SERP, il y a plus de 500 000 URL. Voilà, stat intéressante. 75% de ces URL ont le mot-clé principal dans le title. Donc, quitte à choisir, moi, j'aurais tendance, du coup, plutôt quand même à mettre le mot-clé dans le title. Par contre, ce qui est intéressant, c'est si on prend ces 50 000 SERP, donc 50 000 mots-clés, et qu'on segmente par volume de recherche. Donc là, à gauche, par exemple, j'ai les mots-clés qui sont recherchés plus de 10 000 fois par mois. Là, on peut voir que j'ai 87% des URL en première page qui ont le mot-clé principal dans le title. Donc, ce qui est assez surprenant, du coup, c'est que moins les mots-clés sont recherchés, moins les balises title incluent le mot-clé. On peut se poser la question du pourquoi. Hypothèse, si on rajoute sur ce graphe le keyword difficulty, donc de SEMrush, là on peut voir que plus le mot-clé est recherché, plus il a tendance à être concurrentiel.
D'accord? Et donc, plus il est concurrentiel, on peut imaginer, plus cela nécessite de l'optimisation SEO des pages. Donc, du coup, d'ailleurs, ça peut donner une petite astuce. C'est-à-dire que si vous visez des mots-clés peu recherchés, moins recherchés, on va dire, de longue traîne, il y a peut-être des choses intéressantes à faire. Donc là, typiquement, petite astuce, si vous tapez par exemple spiruline cheveux fins, donc c'est recherché 140 fois par mois, là on peut voir quoi? On peut voir que dans les 3 premiers résultats, en fait, ok, ce sont des contenus qui parlent de spiruline et de cheveux, mais il n'y en a aucun en fait qui parle de manière très spécifique des spirulines cheveux fins. Par exemple, les effets de la spiruline sur les cheveux fins. Donc ça, typiquement, quand vous voyez une SERP ou dans le top 3, vous n'avez pas le mot-clé directement dans les contenus, ça peut être intéressant du coup pour aller se positionner. On va passer à un autre mythe qui revient souvent, c'est la longueur des contenus. Donc on a John Mueller qui nous dit bon, bah, le nombre de mots n'est pas un ranking factor. Donc c'est pas parce que c'est pas un ranking factor que c'est pas important. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et donc, est-ce que du coup, on peut continuer, par exemple, à produire des contenus de 500 mots dans nos clients, on a quand même pas mal de médias, et il y a encore des médias où tout l'enjeu, c'est avant tout de produire plein de contenus, et pas forcément de les optimiser. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est quand on analyse là 17 000 articles, on peut voir quoi? On peut voir que les contenus longs captent 10 fois plus de trafic que les contenus courants. D'accord? Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que, par exemple, on voit 500 mots, bon, ça fait quasiment pas de trafic, mais en gros, pour 4 fois plus de mots, j'ai 10 fois plus de trafic. Donc là, d'un point de vue ROI en investissement de contenu, c'est intéressant à avoir en tête. D'accord? Petite astuce, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps faire 2000 mots. Moi, mon conseil, c'est de systématiquement, quand vous visez un mot-clé, vous analysez la longueur de contenu du top 3 pour tout simplement définir votre longueur de contenu idéale. Alors, on va attaquer un autre mythe. Ça, je pense, on l'a tous fait. C'est « Ah ouais, génial, on est en première page sur tel mot-clé. Waouh, génial, bravo. C'est bon, on peut passer à autre chose. » Est-ce que c'est vrai? En fait, quand on regarde le trafic des URL, et notamment par rapport à la position de cette URL sur son mot-clé principal, on voit quoi? On voit que globalement, eh bien, tout se passe un peu dans le top 3. D'accord? C'est-à-dire que si je suis en bas de première page sur mon mot-clé principal, ça serait vraiment dommage de m'arrêter là parce que j'ai un peu fait 80% du chemin, mais je m'arrête, entre guillemets, avant la ligne d'arrivée. Ce serait dommage. Alors que là, je peux aller faire 17 fois plus de trafic en visant la première position. Là, le conseil que je peux donner, c'est dès que vous êtes en première page, c'est une première victoire, en effet. Par contre, continuez. Continuez en optimisant le contenu de la page, en créant un cocon sémantique, en faisant du netlinking, etc., etc. Mais donnez-vous les moyens de viser le top 3 tant que possible avant d'aller saupoudrer les efforts sur d'autres thématiques. Non, c'est dans l'autre sens. Puis la position 0. Ça, je pense, c'est à peu près pareil. La position 0, waouh, on est en position 0, c'est génial. Mais au final, la position 0, est-ce que c'est vraiment intéressant? Donc là, vous avez un exemple avec P0, un exemple sans P0. Je pense qu'il est intéressant derrière la P0, c'est aussi d'avoir en tête que la P0, par exemple, va parfois se positionner sur un mot-clé où Google a détecté que les internautes avaient peut-être une question très précise. Par exemple, bienfaits du citron. Bon, les bienfaits du citron, je n'ai peut-être pas besoin de lire 3000 mots pour vraiment comprendre quels sont les bienfaits. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Si on analyse le CTR de ces deux types de SERP, donc la première page qui a une P0 et une autre première page Google qui n'a pas de P0. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que sur une SERP avec une P0, on a intérêt d'être en P0, c'est là où on a le plus de CTR. Donc le CTR, c'est le taux de clic. Alors que sur une SERP sans P0, par contre, on peut voir 23% de taux de clic dans ce dataset. Donc techniquement, en fait, c'est plus intéressant en termes de CTR d'être sur une SERP sans P0, en fait. Bon, après, est-ce qu'on a le choix? Ça, c'est un autre sujet.
mais c'est intéressant d'avoir en tête. Et d'ailleurs, si on creuse, eh bien, on peut voir que même le comportement utilisateur, potentiellement, est différent entre un contenu qui est en P0 et un contenu qui est en première position sur une SERP sans P0. Hein, sur la P0, on peut voir taux de rebond, qui a un taux de rebond de 83%, qui est plus élevé, et une durée de session qui est plus faible. Donc ça, c'est intéressant. Alors après, c'est des données liées à ce dataset, mais ça peut nous faire poser quelques questions sur, OK, quand je suis en P0, peut-être que l'utilisateur va consommer le contenu beaucoup plus rapidement. Donc intéressant à avoir en tête. Alors maintenant, on va parler d'inertie Google, notamment face à des nouveaux contenus. C'est-à-dire que quand je publie un nouveau contenu, ça met combien de temps pour performer dans Google? Ça, moi, c'est une question que je me suis souvent posée. En échange avec les SEO, on a toujours un peu, on va dire, on dit entre 3 à 6 mois, etc. Mais on ne sait jamais vraiment tout. Donc là, globalement, si on regarde le temps nécessaire pour tous les nouveaux contenus qui ont été créés via SEMJ, pour se positionner sur leur mot-clé principal, on peut voir que du coup, ça met, il y a un premier palier au bout de 3 mois pour se positionner, et on peut voir que ça dure jusqu'à 5 mois pour aller chercher encore quelques autres positions. Donc là, sur l'axe horizontal, vous avez le nombre de jours après la publication des articles. Donc 3 à 5 mois pour se positionner sur Google sur le mot-clé principal. Donc c'est quand même relativement long. Mais la position sur le mot-clé principal, ce n'est pas le seul KPI. Ce qui va nous intéresser également, c'est de regarder le trafic. Et là, le trafic, c'est encore plus long, puisque je rappelle, un contenu, ça se positionne sur son mot-clé principal et bien entendu sur plein de mots-clés connexes. Donc là, on peut voir 6 à 10 mois pour capter son trafic SEO optimal. C'est long, 6 à 10 mois. C'est très très long. Donc quand on va imaginer une stratégie, vous ne dites pas, bon, allez, on va faire les comptes avec la direction au bout de 2 mois. Il faut vraiment l'avoir en tête. Ensuite, on va s'intéresser justement à la mise à jour des contenus existants. Ça, c'est un point qui est vraiment clé dans une stratégie, notamment quand vous avez un site web qui a déjà pas mal de contenus, notamment de contenus édito, c'est de les mettre à jour, de les réoptimiser. Et là, on peut s'intéresser justement à ce qui se passe. Donc là, on a pris tous les contenus des clients justement où ils ont optimisé leur contenu. Donc là, alors je suis désolé, c'est pas ultra clair. L'axe horizontal, c'est les jours après publication, c'est pas ultra lisible, mais en gros, c'est les jours après la publication. Et là, en jaune, vous avez la date de mise à jour de cet ensemble de contenus. D'accord ? Donc on peut voir qu'avant l'optimisation des contenus, on est sur un trafic qui est relativement stable. On peut voir que ça grimpe après. Et on peut remarquer justement plusieurs sujets. Le premier point qui est intéressant, ça on l'avait noté, je dirais, de manière empirique, mais là du coup c'est mieux avec la partie statistique, c'est que quand vous mettez à jour le contenu d'une page existante, potentiellement vous allez avoir une perte de visibilité SEO. Perte de visibilité, perte de trafic pendant 7 jours, perte d'impression, perte de position potentiellement. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, si vous mettez à jour un contenu existant et que vous regardez ce qui se passe 3 jours après, pas de panique si vous avez une perte. Derrière, ça pourra monter. Il faut être patient, il faut attendre au moins, je dirais, 2 semaines. Ce qui est intéressant du coup, là, si on est sur une inertie un peu différente, en tout cas sur ce dataset, globalement, on peut voir qu'on a un premier palier de gain optimal au bout de 1 mois. Et par contre, ça c'est intéressant, il y a un deuxième palier de gain qui est beaucoup plus tard, ici en tout cas, 6 à 10 mois. Donc on retrouve un peu le 6 à 10 mois de tout à l'heure. Donc c'est toujours très très long. Alors maintenant, on va s'intéresser spécifiquement à la création d'articles. Quand on mène une stratégie de contenu, un des enjeux notamment, c'est de choisir les mots-clés. Là, ce qui est intéressant d'avoir en tête, du coup, c'est notamment la performance des articles en première page selon le volume de recherche du mot-clé principal. D'accord ? Là, on peut voir quoi ? On peut voir que les articles qui se positionnent en première page sur des mots-clés recherchés plus de 10 000 fois par mois,
Ah, ils ont un sacré score, hein, 1500 visites SEO par mois. Et donc, on peut voir également que les mots-clés, on va dire, avec 0 de volume de recherche ou aucune valeur de volume de recherche, on est quand même sur un peu erreur les pâquerettes. Alors après, il y a des mots-clés fantômes où on peut avoir des super perfs. Mais là, le message, c'est plutôt de dire, nous, on connaît quand même, il y a pas mal d'équipes qui produisent des contenus sans choisir un mot-clé en amont. Donc là, c'est plus une sorte de rappel, mais pensons justement à toujours choisir un mot-clé. Le volume de recherche, ça reste quand même un indicateur qui a le mérite d'être efficace. Par contre, là, on s'est posé la question, mais est-ce qu'il faut plus de contenu, justement? Est-ce que ça demande des contenus plus longs pour se positionner sur des mots-clés beaucoup plus recherchés? Donc là, on va comparer justement, du coup, les volumes de recherche et le nombre de mots. Et donc là, on peut voir quoi? On peut voir qu'en fait, il y a une petite différence, mais qui reste modérée, c'est les articles qui se positionnent sur des mots-clés qui sont extrêmement recherchés, par exemple plus de 10 000 fois par mois. Au final, ça demande un effort de contenu en termes de nombre de mots qui est un peu plus, mais ça reste modéré. Donc là, on pourrait se dire, chouette, c'est parti, on va viser que des mots-clés recherchés plus de 10 000 fois. Ça serait trop facile, bien entendu. Là, justement, du coup, on s'est posé la question, OK, mais qu'est-ce qu'il faut en fait pour aller se positionner sur des mots-clés très recherchés? Donc là, justement, on va croiser du coup le volume de recherche avec le domain rating, qui est un indicateur d'Ahref. C'est une note de 0 à 100 pour justement évaluer le niveau de puissance d'un point de vue netlinking du nom de domaine. Là, qu'est-ce qu'on voit globalement? On voit que sur ces 50 000 SERP, eh bien, les SERP qui sont des mots-clés recherchés plus de 10 000 fois par mois, on est sur des domain ratings extrêmement élevés, 80. Alors que plus ça baisse en volume de recherche, au final, moins c'est concurrentiel, et donc du coup, plus le domain rating nécessaire est faible. Là, le message, c'est quoi? C'est pensez à regarder déjà le domain rating de votre site web, ça c'est le premier aspect. Et bien entendu, si vous avez un site web avec une faible autorité, eh bien, vous avez tout intérêt à attaquer des mots-clés plutôt de longue traîne pour justement avoir une chance de vous positionner en première page. Après, on s'est posé la question, est-ce qu'il y aurait des types de titres de contenu qui performent mieux que d'autres? Donc là, on a catégorisé, par exemple, les titres de type question. Ça, c'est simple à comprendre. Les listicles, donc les listicles, par exemple, 5 étapes pour faire ci, 5 conseils pour faire ça. Et également des titres de type année. Donc là, comme dans l'exemple 2022. Donc là, si on regarde justement la performance, que ce soit d'un point de vue CTR ou trafic, dans autres, on a vraiment tous les autres titres, globalement, on peut voir qu'il y a des écarts de performance. Donc là, typiquement, on voit que, en tout cas dans ce dataset, question et année, on a un meilleur CTR et on a également un trafic mensuel qui est bien plus élevé. Et en trafic mensuel, on voit que les listicles, c'est intéressant également. Alors après, je pense que selon le dataset, selon le secteur d'activité, ça peut rapidement changer comme valeur. Là, mon message, ce n'est pas de dire faisons que des titres de type question. Le message, c'est plutôt de dire pensez à tester plusieurs typologies de titres et comparer leurs performances pour justement trouver des types de titres qui vont bien performer sur votre secteur. Après, on s'est intéressé également à une question autour des signaux utilisateurs. Ça, c'est depuis plusieurs années, c'est vraiment le grand débat. Est-ce que les signaux utilisateurs, ça peut impacter la performance d'une URL sur son ranking? Donc, je n'ai pas la réponse forcément aujourd'hui. Il faut creuser beaucoup plus. Par contre, on a quand même quelques indicateurs. Quand on prend les articles et qu'on les catégorise, par exemple, sur le taux de rebond SEO, on peut voir quoi? On peut voir que les articles qui ont un taux de rebond de plus de 95%, eh bien, c'est un peu la chute en termes de trafic. Donc ça intrigue. Là, moi, ça me donne envie de faire quoi sur mon site? J'ai envie de prendre tous mes articles qui ont un taux de rebond de 95% ou plus et de les améliorer. Par contre,
je vous avouerai, moi je m'attendais à avoir une forte corrélation sur les autres valeurs de taux de rebond. Là, ce n'est pas le cas, hein. Il y a un peu le 95%, c'est très binaire, ou moins de 95%. Donc ça m'a un peu étonné, mais pourquoi pas, à creuser. Et pareil pour les durées de session. Durée de session SEO, c'est-à-dire l'utilisateur tape un mot-clé sur Google, il clique sur votre résultat, il lit votre page, potentiellement il va sur votre site web, sur d'autres pages, etc., etc. Et donc là, on peut voir quoi? On peut voir que sur une durée de session inférieure à 15 secondes et même inférieure à 30 secondes, c'est pas foufou. D'accord? Donc là, pareil, on pourrait dire comment je garde plus longtemps l'utilisateur sur mon contenu ou en tout cas sur mon site web. Par contre, ce qui est intriguant, c'est qu'on voit qu'à partir de 120 secondes, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être lié au dataset, on a une baisse. Donc ça, c'est à creuser. Toujours est-il, ça peut être intéressant de votre côté de tester, d'améliorer vos articles qui ont un très fort taux de rebond et des durées de session très faibles. Et ensuite, on s'est intéressé à un autre point qui est le niveau d'optimisation SEO des contenus. Je pense que vous l'avez tous remarqué, hein, depuis plusieurs années, il y a des outils d'optimisation sémantique dans tous les sens. Et le sujet, c'est est-ce que c'est important d'optimiser un contenu? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Donc, nous, pour le mesurer, on utilise ce qu'on appelle le Content Score dans notre outil CMJ, qui, en fait, est un résumé de plusieurs niveaux d'optimisation. Le balise-titre, le contenu, est-ce qu'il est assez long? Est-ce qu'il répond aux intentions de recherche? Est-ce qu'il répond aux questions des internautes? Est-ce que le champ lexical est riche? Et également, est-ce que le maillage interne est efficace? D'accord? Donc, on prend tous ces critères-là pour donner une note de 0 à 100. Donc ça, c'est le score CMJ d'optimisation de contenu. Et donc là, quand on publie des nouveaux articles, on peut voir que selon le niveau de content score atteint, eh bien, il y a des différences qui sont quand même énormes. C'est-à-dire, si je publie un article relativement peu optimisé, donc avec un content score inférieur à 60, alors je fais 2 fois moins de trafic que si je l'optimise avec un content score de 90 à 100. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette étape d'optimisation de contenu, c'est une des clés pour maximiser le trafic et donc le ROI des contenus. D'accord? Ça, c'est un point très important. Donc si aujourd'hui, dans votre process, vous n'optimisez pas les contenus, ça peut être intéressant de le faire. Après, on s'est intéressé justement à l'optimisation des articles existants. Hein. Comme je disais tout à l'heure, on dit que c'est une bonne pratique, OK, mais en fait, ça apporte quoi? En fait, en valeur médiane, optimiser un contenu existant, vous allez, en tout cas dans notre dataset, nos clients récupèrent plus 60% de trafic en valeur médiane. D'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est, là je l'ai mis en dessous, c'est l'effort médian d'ajout de contenu est que de 150 mots. Donc c'est plutôt très faible, en fait. Alors après, quand on optimise un contenu existant, c'est pas juste on rajoute 150 mots, c'est potentiellement on va retoucher des mots existants, des paragraphes existants, donc il faut prendre en compte ce temps-là aussi en termes d'effort, mais cependant, là on peut voir qu'a priori, aller chercher plus 60% de trafic sur de l'existant, c'est plutôt pas mal. Et pareil, on se posait la question, mais alors du coup, est-ce qu'il y a, selon le niveau d'optimisation, est-ce qu'il y a des différences? Et là, pareil, on était très étonnés des résultats, puisqu'on peut voir qu'en termes de gain de trafic, hein, par rapport avant optimisation, si tous les contenus qui ont été optimisés avec un content score supérieur à 90, eh bien, c'est plus 136% de gain de trafic, ce qui est énorme. Alors que si on optimise avec un content score entre 70 et 80, on peut voir que le gain est beaucoup plus faible. Donc là, ça montre bien tous ces enjeux de bien optimiser le contenu par rapport aux besoins de l'audience et faire un contenu qui est vraiment pertinent pour les internautes. Alors ensuite, si on passe sur la partie e-commerce, qui est vraiment, pareil, hein, toujours un peu la question, est-ce que c'est intéressant de faire du contenu sur des pages e-commerce? C'est une grande question. Alors, il n'y a pas forcément toutes les réponses. Ça pourrait être une conférence à elle seule, cette question. Là, ce qu'on a fait, c'est on a regroupé toutes les pages qui sont soit des catégories e-commerce, soit des fiches produits. Alors, idéalement, il faudrait les séparer, mais là, on a voulu faire simple. Et donc, on a pris en compte toutes les URL de nos clients de type e-commerce où il n'y avait quasiment pas de contenu.
Et donc, on a mesuré, après qu'ils aient mis à jour ces pages, en ajoutant du contenu, l'impact en termes de trafic. Et donc là, on peut voir quoi? On peut voir qu'au global, sur ces pages-là, en ajoutant du contenu, ils ont fait plus 50% de trafic. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, en tant qu'e-commerçant, j'ai intérêt à déployer des efforts de contenu sur mes pages e-commerce. Pour challenger quand même ce KPI, on l'a analysé du coup sous un autre angle. On s'est dit, bah, OK, mais si je prends toutes les pages e-commerce des clients et que justement on segmente par rapport à la taille de contenu, sachant que là, l'avantage, c'est que nous, on extrait vraiment que le contenu rédigé. Hein. On ne comptabilise pas, par exemple, les listings produits, etc. Là, c'est vraiment que le contenu rédigé. Eh bien, on peut voir que en valeur médiane, dans ce dataset, eh bien, plus il y a de mots, plus il y a de trafic sur les pages e-commerce. Après, bien entendu, il faut prendre en compte l'autorité, etc. Mais de manière générale, là, on peut voir que le contenu aide à faire plus de trafic sur ces pages e-commerce. Et puis après, je voulais vous partager aussi une petite checklist de performance. L'idée, c'est quoi? C'est que vous puissiez avoir des points de repère en fait, sur un contenu médian qui est en première position sur Google. Après, la bonne pratique, c'est de toujours analyser pour chaque mot-clé la SERP pour avoir des stats très précises. Mais si demain, votre boss vous dit « Ah bah tiens, ok, tu veux faire 100 contenus, mais il faut faire combien de mots en tout ?» Vous pourrez dire potentiellement « Ok, un contenu, on va dire basique lambda, c'est 900 mots, c'est 13 balises à chaîne, c'est 3 images. » Ça, c'est important. J'ai quelques clients où ils ne mettent pas d'images dans leur contenu, donc ça peut, il faut l'avoir en tête. 6 liens internes, 4 liens externes. Comportement utilisateur, sur cet article, taux de rebond 75%, une page, 3 par session et 1 minute de durée de session. Et donc, quand vous êtes premier, potentiellement, sur votre mot-clé principal, 23% de taux de clic. D'accord? Ça, c'est un peu la fiche d'identité pour comparer, après, si vous voulez comparer un de vos articles avec cette checklist de performance. Voilà. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? J'avais réfléchi à une conclusion, mais je me suis dit, en fait, la conclusion, elle est extrêmement simple. C'est que de plus en plus, on le voit, le contenu, c'est important. Si demain, vous avez un enjeu de faire de la croissance en SEO, clairement, investir en contenu, c'est une des clés. Par contre, on le voit dans toutes ces statistiques, ce n'est pas seulement la quantité de contenu qui est importante, c'est également, faut faire des contenus intelligemment, il faut bien les optimiser, il faut bien choisir les mots-clés, etc., etc. Donc ça, voilà, il faut créer du contenu en quantité, mais aussi de manière intelligente. Et par contre, dès que vous faites ça, vous vous assurez des gains de trafic. C'est mathématique. Si demain, vous produisez 100 contenus sur votre site web, intelligemment, c'est sûr, vous allez avoir des gains de trafic. Donc voilà. Je tenais, pour cette conférence, vraiment à remercier mes équipes. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, c'est moi qui vous présente cette étude. Mais en fait, c'est un énorme travail de toute l'équipe SEMJ pour justement sortir ces datas. Donc, je tiens à les remercier. Là, je vous ai fait une conférence plutôt très statistique, chiffrée sur le contenu, donc très macro. Si jamais vous voulez plus d'infos sur le contenu, que c'est un enjeu pour vous, je vous donne rendez-vous sur mes prochaines conférences où, d'un côté, il y a des conseils pour gagner du temps, 18 et 19 octobre. Et de l'autre côté, je donne une conf, plutôt très content de le faire, avec l'équipe des Furets sur leur stratégie de contenu depuis leur création. Voilà, merci à tous pour votre attention et j'espère que vous aurez appris quelques statistiques intéressantes pour votre stratégie.